Duty officer, you need to fly down here and go get it. Duty officer, go ahead, come back and get it. This Johnny. 1 2. You're 20 to 10. Je me suis retrouvé en situation de devoir tuer ce type, pas seulement de lui faire mal. Il ne s'agissait pas de lui donner 2 coups de couteau et de lui dire « ça y est, on y quitte ». La philosophie en prison, c'est « tu me donnes un coup de couteau, je te tue ». Je l'ai saigné comme un porc jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Troy Kell est l'un des individus les plus dangereux que j'ai jamais rencontrés. À le voir comme ça, vous le trouvez plein de charme, intelligent, charismatique. Jamais vous n'imagineriez qu'il soit capable de commettre un crime aussi abominable que celui qu'il a commis. J'ai vu des types hésiter, ne pas prendre au sérieux certaines situations alors que c'était grave. Ensuite, ils se font poignarder ou baiser. Ils se font tuer. Tous les adeptes de la suprématie blanche étaient très soucieux d'être bien vus de Troy. Dis-lui bien que je le salue. Ils lui ont donné le pouvoir, le symbole du pouvoir blanc. Bien sûr, ils n'en font pas mystère, car ils envient le statut que confère à Troy Kell le crime qu'il a commis. C'est un dieu parmi les détenus, et il ferait n'importe quoi pour être bien vu de lui. Ça les protège au sein de l'institution pénitentiaire. Alors il lui planque ses lames, son alcool, toute sa contrebande. Troy manipule tout très subtilement. Mais face à l'administration, il présente une image impeccable. Non, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien à voir avec ces types-là. N'empêche qu'il a ses soldats et qu'ils vont au combat pour lui. C'est facile, ils disent ça pour justifier tout ce qu'ils me font subir. Me maintenir au trou, entraver mes mouvements, veiller à ce que je n'ai strictement aucune liberté. Et d'ailleurs, je n'y ai peut-être pas droit. Chacun voit les choses à sa façon. Certaines personnes estiment que vous n'avez le droit à rien du tout. Donnez-lui du pain, de l'eau, et mettez-le en cage quelque part. D'accord, pourquoi pas. Mais alors ne vous attendez pas à trouver devant vous un gars sympa, souriant, qui vous remercie pour l'eau et le pain que vous lui apportez. C'est à double tranchant. Il vous force à leur lécher le cul. Mais à force de lécher des culs, la merde vous étouffe. Ma personnalité reflète en grande partie la manière dont j'ai été élevé en prison. Ça vous insensibilise. Il n'y a plus de relations humaines, plus de contact, plus de compréhension, plus rien. Tout est structuré de manière à ce que tout le monde soit une merde. Vous ne respectez personne, comme si ça n'avait aucune importance. Il faut bien comprendre pourquoi Troy Kell est en prison. À 18 ans, il concocte un plan avec des amis pour emmener un jeune homme qu'il n'a jamais vu, un certain Cotton Kelly, l'emmener dans le désert et lui tirer 6 coups de pistolet à bout portant en plein visage pour le tuer. Après le meurtre, il lui prend son portefeuille et va avec ses copains s'acheter de l'alcool.
Ce gars, à mon avis, se comportait mal avec une de mes amies. Elle m'a demandé de l'aider et je me suis laissé emporter. Je me suis mis d'accord avec un copain du lycée pour bastonner ce mec qui faisait des trucs à une adolescente qu'on connaissait. Cette fille, c'était comme une sœur pour moi. J'ai rencontré Cotton Kelly à Circus Circus 8 mois avant la tragédie. Il dirigeait une sorte de société d'édition érotique et voulait que je pose nue pour lui. Il s'est mis à téléphoner chez moi, à nous harceler en permanence, ma famille et moi. Et du haut de mes 15 ans, j'ai pris une très mauvaise décision. J'ai fait une demande très immature. J'ai demandé à Troy de lui casser la figure pour qu'il me laisse tranquille. J'ai grandi à Las Vegas, dans une famille de la petite bourgeoisie. Je suis fils unique. J'étais un gamin comme les autres. À ma connaissance, je n'avais rien de particulier. Troy a fait partie de notre vie dès mon arrivée à Las Vegas. Je devais avoir 6 ans. Nous habitions des rues voisines. Avec 2 de mes copines, je suis passée devant chez lui. Il était là, avec ses potes, sur leur bicyclette, à nous regarder avec des yeux ronds. Parce qu'il a 3 ans de plus que moi. Nous avons descendu toute la rue en direction du désert, et en passant, on leur a dit quelque chose d'assez gonflé, et ils nous ont poursuivis à vélo. On s'est mis à courir, Troy a sauté de son vélo et m'a plaqué sur la pelouse. Depuis, c'est devenu un jeu entre nous. Il me disait « Tu vas devenir ma petite amie ?» Et je lui répondais « Non, j'aime pas les garçons. » Troy venait à la maison quand il avait environ 7 ans. Il jouait dans le jardin avec Sandy et Shane. Ils allaient ensemble à la piscine. C'était le petit voisin, un bon petit gars. Mon père, son truc, c'est les chevaux. C'est un garçon qui vient de la campagne. On avait des chevaux et tout ça. On attendait de moi que je réussisse. Les gens de ma famille, ce sont des battants. Ce ne sont pas des losers. Son père était très sévère. Je me souviens pour son anniversaire, celui de ses 13 ans, je crois. Je devais en avoir 10. J'ai pris ma bicyclette pour aller au centre commercial, lui acheter un sweatshirt. Et il a dû escalader en secret le mur du jardin pour venir chercher son cadeau, parce que son père l'avait privé de sortie. Il était toujours privé de sortie. Et pour rien du tout. Son père devait être très dur avec lui, très brutal. Quant à sa mère, on ne la voyait jamais. Je sais qu'ils étaient séparés, mais je ne crois pas que sa mère venait souvent. Je ne sais pas si c'est à cause de son père ou quoi, mais il me considérait un peu comme une mère. Il m'a toujours envoyé des fleurs, et il continue à le faire pour la fête des mères. Mes parents étaient divorcés, j'ai été ballotté entre les deux. J'en ai un peu souffert pendant quelque temps. Mais je n'étais pas le seul enfant à vivre ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Je sortais avec mes copains sportifs parce que j'aimais bien pratiquer les sports d'équipe. Mais j'aimais aussi boire des bières et fumer quelques joints le week-end. Je suis allé à l'école, mais je n'aimais pas beaucoup ça. Je me suis rebellé contre cette structure autoritaire où on vous dit de faire ci et d'aller là. J'ai quitté l'école. Et c'est là que les ennuis ont commencé. The story goes like this. Shaw and 2 of her friends allegedly lure the Canadian man out here to the desert. We're north of the city. Shaw then allegedly gets out of her car, goes to the bathroom, and on the way back, falls down. Il m'avait dit de faire semblant d'avoir mal à la jambe. Je suppose que c'était un plan qu'ils avaient mis au point.
The Canadian man got out of the car to help Shaw. Il m'a prise par le bras pour m'aider à me relever et c'est là que le premier coup de feu est parti. Pour une raison que je ne peux vraiment expliquer, j'avais décidé d'apporter un flingue, de lui tirer dessus et de le tuer. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Vous avez songé à vous enfuir? Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je ne sais pas. Je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas passer ma vie à fuir. Police say this desert landscape near Rancho and Durango was the stage of a grisly show and tell this past week. Police say the three suspects spent a week going back and forth here in the desert showing off the body to their friends. Then one of the small children who had seen the battered corpse got to feeling guilty and told police. La police de Las Vegas m'a appelé au travail à minuit pour me dire que Sandy était au poste à propos d'un meurtre. Je me suis dit, mon Dieu, voilà que ça recommence. À 13 ans, alors que je passais la soirée chez une amie, son beau-père est subitement devenu fou de jalousie. Il a tué sa mère, les deux amis de sa mère et s'est suicidé. Ça a bouleversé ma vie. Je me suis détachée de mes émotions. Je n'avais plus la notion de vie ou de mort. C'était une seule et même chose pour moi. Une autre fois, alors qu'elle rentrait de l'école à pied, un type la dépasse en courant pour rattraper une fille qui était devant elle. Et elle le voit tirer une balle dans la nuque de la fille. Ça faisait le deuxième meurtre auquel elle assistait. Moi, j'ai 48 ans. Je n'ai jamais vu personne se faire tuer. Quelle était la probabilité? Alors je vais à la police, et là j'apprends que c'est elle qui est accusée. Je ne peux pas vous dire combien ça faisait mal d'apprendre qu'un homme avait été tué et que ma fille était impliquée. On a appelé ça le meurtre des vantards. Exact. Pourquoi ce nom? La fille était au collège à l'époque. Pas moi, j'avais déjà quitté l'école. Elle avait des copines de classe qui connaissaient l'homme en question. Mais vous savez comment sont les jeunes. Elles se vantent de ce qui est arrivé. Tu te souviens de ce mec? Eh bien, il est mort dans le désert. Les autres ne la croient pas, alors elle a décidé de les emmener là-bas pour leur montrer. Et c'est comme ça que ça a mal tourné. Le lendemain du soir où Cotton s'est fait tuer, je me suis levée pour aller à l'école. Je ne savais plus si c'était arrivé pour de vrai ou non. Je n'en étais plus sûre. Alors je suis retournée sur les lieux du crime et je l'ai vu sur le bord de la route. Mais ce n'était toujours pas réel. Sandy Shaw testified in her own defense today, staring only at her attorney. Shaw explained how last September, she and two older boys drove into the desert with a Canadian man. After the first time, Cotton Road hit the ground,
And there was another shot. And then they yelled, "Get him now, Troy, get him now." And at the same time that was being said, there was 2 more shots. What did you do? There was nothing I could do. It was all behind. Everything was behind me. I was on the ground. It was all behind me. What did you do? I was screaming. Au procès, on a dit aux jurés de ne pas se laisser impressionner par mon air angélique, que je n'étais en fait qu'une meurtrière qui avait agi de sang-froid. Et qu'avez-vous éprouvé? À l'époque, je n'éprouvais rien. Pendant toute cette période de ma vie, en fait, je n'éprouvais rien. How do you plead guilty or not guilty? Not guilty. And charging you with conspiracy to commit robbery, conspiracy to commit murder, robbery with the use of a deadly weapon, and murder with the use of a deadly weapon. How do you plead guilty or not guilty? Not guilty. On m'a proposé une transaction, la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle si je plaidais coupable. Mais comme j'étais têtu et que je considérais que je savais tout mieux que tout le monde, j'ai refusé. De toute façon, à 18 ans, je trouvais que 10 ou 15 ans de prison, c'était la perpétuité. Et en fait, non. On peut encore repartir à zéro. Quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai décidé que j'y entrais en homme et que j'allais y vivre en homme. Je n'allais pas me plier à toutes sortes de choses auxquelles il faut se plier pour survivre en prison. Pas question de tailler des pipes, ni de laver le linge sale des autres, ni de moucharder. J'ai assumé mes responsabilités. Je m'étais mis dans ce pétrin, à moi de me débrouiller. J'ai eu la chance que des anciens, voyant que j'étais là pour très longtemps, m'aient pris sous leur aile, m'aient formé, m'aient appris qui était qui, ce qu'il fallait éviter de faire, ne pas avoir de dette de jeu, ni de dette de drogue. Il y a des prédateurs homosexuels, des racketteurs et tout le tremblement. Et ils vous testent. Il y a eu un incident à la promenade et j'ai reçu une balle. C'était de la faute d'un autre mec, qui était un booty bandit notoire. C'était un noir bien plus vieux que lui. J'arrive même plus à me rappeler son nom. Un prédateur homosexuel. J'avais 19 ans et ce type frisait la cinquantaine. On était à la promenade et j'ai compris, si tu veux qu'on te respecte, va falloir te faire respecter. Et j'ai dû m'assurer que ce serait le cas. Et pour ça, il fallait se battre. Ils arrêtent les bagarres en vous tirant dessus. Ils visent la poitrine. Ils appellent ça des tirs de barrage. Ça a arrêté la bagarre et ça m'a mis KO. Quand on vous tire dessus avec du 12 à 10 mètres de distance, après ça, la bagarre est finie.
Je me suis retrouvé en prison pour usage de faux. J'avais falsifié un chèque de $300. C'était passible de 1 à 15 ans. Mais on ne m'a pas mis dans une prison pour petits délinquants, on m'a mis dans une prison de haute sécurité, pour meurtriers. Eric Daniels était le co-accusé de Troy Kell. C'est lui qui a empêché la victime de bouger pendant le meurtre en lui tenant les jambes. L'ironie du sort, c'est qu'il était en prison pour une peine passible de 0 à 5 ans de prison. Un délit de faux et usage de faux relativement minime. Il avait volé un chèque à l'ordre du shérif local et avait raturé le nom du shérif. Pas très futé, il a pris 6 mois de prison. Il est donc passé d'une petite peine pour escroquerie à une peine de perpétuité incompressible. Il ne reverra plus jamais la lumière du jour hors de prison. Je suis un voleur de chèques qui se retrouve dans le couloir de la mort. J'ai été mêlé à des mecs qui étaient des condamnés à mort, qui allaient être exécutés dans les 3 ou 4 ans, alors que moi j'étais en prison pour usage de faux. C'est comme ça que j'ai commencé à être mêlé à des situations violentes. La seule issue que j'entrevoyais pour me soulager, c'était de me déchaîner contre l'autorité. C'est comme ça que j'ai été impliqué dans la mutinerie. Vous vous sentez piégé par le système, d'abord parce que vous êtes là, d'accord? Ensuite, ça devient de la colère. Puis cette colère vire à la rancune, puis à l'aigreur absolue. Sorry, guys. No way. Attention, all inmates in Cedar Section 1. Return to your cells now, or extreme force will be used against you. Return to your cells now and lock up, or force will be used against you. They're going to break the door. Yeah, they are. No. The caps are coming off. They're going to take the door here. Okay, now what are they going to do? Cell door has been breached. SWAT. Can you guys get out there? Echo 102. Echo 102. The Sally Ford section door has been breached. Et vous commencez à vous dire que le surveillant qui vous empêche de sortir de là, celui qui vous apporte à manger tous les jours, c'est le diable. La première chose qui vient à l'esprit, c'est « Vas-y, défonce-toi, fais quelque chose de violent ». Vous êtes en cellule depuis si longtemps, tout seul, vous n'avez ni télévision, ni radio, très peu de contact avec le monde extérieur, et vous commencez à présenter différents symptômes de maladie mentale, schizophrénie, paranoïa, anxiété, conduite impulsive. Et comme on n'a strictement rien à faire de toute la journée, moi j'ai médité sur la manière de me venger de l'administration pénitentiaire. J'ai jeté de l'urine et des excréments à la figure de la surveillante, car je ne pouvais rien lui faire d'autre. Je ne pouvais pas la frapper. Elle était hors de portée. Donc, faute de mieux, c'était ce qu'il me restait à faire. Ça a été le pied absolu de la voir s'enfuir en hurlant à mort, avec des excréments plein les cheveux et la figure. J'ai reçu un coup de téléphone d'un responsable là-bas en Utah. Je ne me souviens plus de son nom.
Il m'a simplement dit que mon frère avait été agressé par un co-détenu et qu'il était mort. J'ai immédiatement appelé mon père et ma mère. On n'arrive tout simplement pas à croire que... que quelqu'un qu'on aime est mort. La victime avait un passé chargé en Arkansas. C'est quelqu'un qui avait eu des problèmes avec la justice, notamment pour attaque à main armée, qui s'était montré violent en prison, qui avait agressé des gardiens et des co-détenus. Je ne veux pas présenter mon frère comme un saint, car ce n'en était pas un. Il m'avait dit être sous haute surveillance. Et j'ai découvert après sa mort qu'il était même privé de promenade. Au départ, on n'avait aucune idée du mobile de ce meurtre. Puis au fil de l'enquête, on s'est aperçu que l'un des aspects les plus effarants de cette affaire, c'est qu'il ne s'agissait finalement que de haine raciale. C'est le commentaire que Troy Kell a fait juste après. Il était fier de lui, à l'idée que ce noir ne serait plus là, qu'il ne pourrait plus faire certaines remarques sur les femmes blanches. Il avait l'air très fier de lui. Qu'il y ait, grâce à lui, un Afro-Américain de moins sur Terre, c'était quelque chose de bien. Je me considère comme séparatiste. Je trouve que les Blancs devraient rentrer en Europe et qu'ils n'auraient jamais dû venir ici. Dans toute l'histoire, que ce soit les Grecs, les Romains, les Égyptiens, toutes les civilisations qui ont commencé à se mélanger avec des étrangers, avec des peuples extérieurs à leur groupe racial, ont fini par se détruire. En creusant un peu, on s'est vite aperçu que Troy Kell avait de très fortes convictions liées à la suprématie blanche. Les partisans de la suprématie blanche forment le groupe, on pourrait même dire le gang, qui a certainement le plus d'adeptes et le plus d'impact dans notre prison. La prison a tendance à pousser quelqu'un d'influençable, comme je l'étais étant jeune, à s'identifier à un groupe, à une certaine idéologie. C'est ce que j'ai trouvé dans le mouvement séparatiste blanc. Je m'y suis senti à ma place. J'ai senti que j'avais gravi une montagne, que j'avais planté mon drapeau et que j'étais chez moi. C'est de la peur. La peur d'apprendre à connaître une autre race. On préfère garder ses distances. Dès qu'un blanc défend sa race, il est considéré comme raciste. Ça n'est pas le cas. La majorité, vous détestez les Noirs, les Juifs? Je ne me sens pas concerné du tout. Peut-être que ce que je n'aime pas, c'est ce que font certaines personnes. Mais vous savez, il y a des Blancs qui ne font pas mieux que les autres. Pour préparer mon réquisitoire, je suis allé dans le Nevada où Troy avait été incarcéré pendant des années. Et à ce moment-là, nous avons trouvé une lettre. Une lettre que Troy Kell avait écrite 10 ou 15 jours avant le meurtre qu'il a commis ici, dans l'Utah. Il écrivait à des amis détenus partisans de la suprématie blanche dans le Nevada. Et dans cette lettre, il évoquait, et en fait il prophétisait, le fait qu'il allait commettre ce crime en Utah.
Pour citer ses propres termes, il parlait de cette tête de singe merdeuse qu'il avait insultée. Une tête de singe merdeuse à qui il allait régler son compte. Et ça allait faire mal. C'est une lutte de pouvoir avec des connotations raciales. La question raciale servait à justifier la lutte de pouvoir. Le pouvoir de décider de ce qu'on fait, décider pour la télé, le bac à glace, comment un tel vit avec tel autre, des choses comme ça, des choses qui se passent en prison. La question raciale n'est qu'une conséquence secondaire. Au départ, il est question de cupidité, de profit, d'autorité, comme toujours. J'ai eu avec lui une confrontation verbale à propos d'une bagarre entre deux autres personnes. J'ai été comme submergé par le besoin de m'en prendre à lui. Et il était clair entre lui et moi qu'on allait régler ça à la première occasion. Je m'y suis préparé. Je me suis procuré un couteau, une clé de menottes, car on était menottés pour aller à l'infirmerie. Ils ont imité la signature de mon frère pour une demande de consultation à l'infirmerie. J'ai rempli ce qu'on appelle le formulaire de demande médicale à la place de Blackmon pour le faire sortir de sa cellule un jour bien précis. Le gardien est entré dans la cellule de mon frère et il lui a dit « Tu es prêt à y aller ?» Et mon frère a demandé « Aller où ?» On est venu me dire dans ma cellule « Daniels, tu vas à l'infirmerie aujourd'hui. » Et j'ai su que c'était le jour J. Il arborait les couleurs de son groupe, il avait mis son bandana. Quand il est arrivé à l'infirmerie, Troy Kell, Eric Daniels et un autre détenu étaient là aussi. Avant que j'aie pu dire ouf, Blackmon s'est mis à courir vers moi. Et c'était parti. Je savais que j'avais frappé fort à cause de la couleur du sang. Quand le sang est foncé, c'est qu'on a touché une artère ou une veine ou quelque chose comme ça. Pourquoi l'avoir poignardé autant de fois? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il continuait à bouger. Je l'ai saigné comme un porc jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et finalement, j'avais poignardé un homme à mort. Après coup, je me suis dit, merde mec, pourquoi tu me fais faire ça? Je ne réalisais pas le fait qu'il était le père, le frère ou le fils de quelqu'un. Je ne le voyais pas comme un être humain. Les gardiens ont vu ce qui se passait. Ils ont vite fait sortir les civils qui se trouvaient là. Ensuite, ils sont allés enfiler leur tenue anti-mutinerie, pendant que mon frère continuait à se faire poignarder. Ils arrivent, ils saisissent Kell et l'autre type. Et mon frère est en train d'agoniser. Trop de temps s'est écoulé.
De ma vie, jamais je n'ai rien vu de pareil. Plus je regarde ces images, plus je suis horrifié. J'ai dû les regarder encore et encore pour compter le nombre de coups de couteau. Après avoir visionné cette bande vidéo la première fois, j'ai eu des insomnies pendant plusieurs nuits. Pour un procureur, avoir l'enregistrement vidéo du crime, c'est assez inouï. Mon père et moi, nous sommes allés en Utah pour une seule raison. Essayer de faire changer les choses. Nous voulions parler avec les responsables de la prison. Nous voulions que quelqu'un nous promette de modifier les procédures afin que ce qui est arrivé à mon frère n'arrive pas à un autre détenu. À son procès, Troy Kell s'est montré très éloquent, très intelligent. Il a réussi à jouer sur l'émotion, une émotion qui semblait authentique. Il s'est adressé à la famille de la victime, venue d'Arkansas. À la barre des témoins, il a demandé s'il pourrait parler à mon père et à moi quand il aurait fini de témoigner, face à face, pour se parler d'homme à homme. Il leur a dit combien il était désolé d'avoir tué leur fils, leur frère, et il en pleurait. En tant que procureur, je dois dire que c'est une des interventions les plus remarquables que j'ai pu voir de la part d'un accusé pendant son procès. Je crois qu'il y avait dans le jury 8 femmes et 4 hommes. Je les regardais pendant qu'ils s'exprimaient, et certaines de ces femmes pleuraient. Heureusement pour nous, avant de déposer à la barre, Troy Kell avait dit aux 2 gardiens qui l'escortaient « Regardez bien, je vais gagner un Oscar ». Autrement dit, il venait à la barre avec l'intention de mentir. Oui, je me battais pour sauver ma vie. Et je faisais ce qu'il fallait pour. Mais mon émotion envers sa famille était authentique. Car à vivre comme je vis, au bout du compte, si ce n'est pas l'État qui me tue, quelqu'un d'autre s'en chargera. Ça fait partie de ma vie. Ma famille l'accepte et je l'accepte. Mais je voudrais quand même qu'on fasse preuve vis-à-vis de mon père du respect auquel j'estime qu'il a droit. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Donc si je vous comprends bien, vous voulez dire que vous étiez sincère en parlant à son père. Ce n'était pas de la comédie. Non, j'étais sincère. On veut le minimiser parce qu'on veut gagner ce procès contre moi. J'ai fait appeler les gardiens à la barre et ils ont témoigné que Troy Kell leur avait parlé de remporter un Oscar. J'ai été citée à comparaître dans ce procès. J'aurais préféré qu'il agisse différemment, mais je ne peux pas le juger pour ce qu'il a fait. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Je n'aime pas ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas le juger car je ne vis pas comme il vit. Je ne suis pas dans sa peau et je ne ressens pas ce qu'il ressent. Dans la mesure où la société l'a condamné à perpétuité pour meurtre, sans possibilité de réduction de peine, s'il a choisi de prendre la vie de quelqu'un de manière très brutale pendant sa détention,
Quelle autre possibilité nous reste-t-il? Et pour être réaliste, le risque de le voir un jour commettre un autre meurtre en prison a sans doute pesé lourd dans la décision des jurés de choisir la peine de mort. Je ne crois pas que la peine de mort soit efficace. Il y a des condamnés à mort. Et récemment, McVeigh, l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City, a été exécuté. Est-ce que ça empêche le terrorisme? Je ne crois pas. Est-ce que ça va empêcher les meurtres, les viols? Je ne crois pas. J'ai des collègues qui disent, comme ça il ne recommencera pas. Bien sûr, mais ça ne décourage pas les autres. Il n'y a pas de punition sur Terre qui ressemble, de près ou de loin, à ce que Troy Kell va endurer quand il sera face à Dieu. C'est ma conviction. Vous pouvez le tuer 20 fois, ce sera encore loin de ce qu'il va endurer face à Dieu. Je ne crois pas à ces trucs sur le paradis et l'enfer. C'est un moyen de manipuler les masses par la peur. Je ne crois ni aux flammes de l'enfer, ni aux délices du paradis. Quand on est mort, on est mort. Commence à jouer, à la reprise, c'est là que tout le groupe redémarre. D'accord? On essaie. J'ai trouvé la voie du salut avec Jésus-Christ. Ça s'est produit il y a bientôt 3 ans. La manière dont je considère les gens, mes relations avec les hommes et les femmes ont changé du tout au tout. Je ne considère plus les gens selon la couleur de leur peau. Aux yeux de certains, je trahis ma race. Même ce que je suis en train de vous dire peut me coûter cher. Je suis content pour lui. J'espère qu'il va pouvoir réorienter son existence. Je suis désolé d'avoir foutu sa vie en l'air. Troy, sur une échelle de valeur, c'est l'extrémiste. Franchement, je crois que s'il sortait un jour de prison, il irait faire sauter des immeubles. Comme Tim McVeigh? Oui, oui. Et franchement, si on m'avait laissé sortir de prison, moi aussi j'étais sur cette voie d'autodestruction. La 8e lettre de l'alphabet, c'est le H. HH, ça veut dire Heil Hitler. Les adeptes de la suprématie blanche sont convaincus que les Juifs sont l'ennemi absolu, qu'ils montent les Noirs et les Blancs les uns contre les autres, pour qu'on s'élimine mutuellement et qu'ils gagnent la partie. Voilà à quoi se résume cette philosophie. Par les banques, par les médias, les Juifs manipulent l'opinion de manière subliminale. Ils la manipulent dans un sens favorable à leur projet. Ce genre d'absurdité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui je trouve ça absurde, mais j'ai marché à fond. Je pense que c'est une idée assez intéressante. En tout cas, ce n'est pas une coïncidence. Ils sauvent leur peau.
C'est vrai qu'ils en ont bavé au cours de l'histoire et ils ont toutes les raisons d'agir comme ça. C'est une lutte de pouvoir, rien d'autre. C'est structurel. L'extermination des Juifs par les nazis? Ben oui. Selon vous, ça a existé? Les révisionnistes disent que c'est une calomnie contre le Troisième Reich. Ça n'a pas eu l'ampleur qu'on prétend. Il n'y en a pas de preuves, les chiffres ne correspondent pas. Oui, je crois que ça s'est produit, que c'était la guerre, et qu'Hitler les avait prévenus de ses intentions 10 ans avant de commencer. Vous savez, la traque et l'extermination, ça fait partie des conquêtes. Ça se passe comme ça, et c'est comme ça que ça s'est passé. Les nations se sont construites par la force. Je méritais la peine de mort. Or, je n'ai pas été condamné à mort. Je crois que Dieu a intercédé pour ma vie, au moins dans l'esprit de 2 des jurés. Et je n'ai pas été condamné à mort. Je le méritais, mais on m'en a fait grâce, pas à Troy. Depuis que je suis ici, il n'y a eu qu'une seule exécution. Un fusillé. Ça me semble la manière la plus propre et la plus rapide. L'homme n'a rien senti. Eux, ils voient ça comme un acte médical. Je ne suis pas d'accord. La peine de mort ne me pose pas de problème. Dans la mesure où c'est la sanction prévue, très bien. Mais quand on essaie d'en faire un acte médical comme une opération, non, montrez-la pour ce qu'elle est. Vous tuez un mec, quelle que soit la justification. Nous pouvons tous justifier nos actions d'une manière ou d'une autre. Le fait est que vous tuez un type. Alors montrez-le comme tel. On devrait faire ça sur la place publique, que chacun sache exactement ce qui se passe. Quand il est entré dans ce système, il avait 18 ans. Il était bel homme, intelligent, et je me souviens qu'il m'a dit « J'entre en prison en tant qu'homme et j'y resterai un homme ». C'est ce qu'il a fait, je suppose. Aujourd'hui encore, quand je me réveille, je n'en reviens pas d'être en prison. Ma vie s'est résumée à ça. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en prison. C'est dur. Et parfois, je me demande si un jour je passerai mon permis, si j'irai m'acheter des meubles pour ma maison. Click on Mouse Invaders and click OK. J'espère ardemment qu'un jour on me donnera une deuxième chance. J'étais une enfant en souffrance. J'étais une enfant perdue. Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste à vivre? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Vraiment, je ne sais pas. Longtemps, j'espère. Ça revient sans arrêt. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui revient sans arrêt? Devoir choisir entre vivre en subissant toute cette merde ou non. J'ai foutu ma vie en l'air. J'ai la haine depuis que j'ai 18 ans. Shining bright with those blue tears.
If this is the way it ends, I can't bear the witness. If this is the way it ends, if this is the way my race ends, if this is the way it ends.